plaisir de vous présenter donc Charlotte Vignon, qui est directrice du patrimoine et des collections à la Cité de la Céramique de Sèvres, et qui va nous présenter une conférence intitulée « À table, le repas, tout un art ». Formidable. Tout qu'on aime finalement. Donc en fait, bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. En fait, ce titre un peu particulier veut simplement dire que je suis la nouvelle directrice du Musée national de céramique de Sèvres. Donc en fait, je vais plutôt vous parler d'exposition, notamment de la prochaine grande exposition qui va avoir lieu à Sèvres et qui va ouvrir en novembre prochain. Mais avant, comme je viens juste d'arriver et que je viens des États-Unis où j'ai passé presque 20 ans, et vous raconter aussi un peu mon parcours et mes expositions. Alors, c'est pas un peu pour vous justifier pourquoi je dois être la directrice du musée de céramique, mais c'est plutôt pour vous expliquer aussi le poids et la force des expositions et ce qu'on peut faire un peu avec des expositions et ce que je voudrais faire un peu aussi à Sèvres dans les années à venir. C'est-à-dire qu'on veut tous ici dans cette salle, et je suis la première, on a un peu la mission de vouloir faire vivre le monde de la céramique, de faire découvrir toutes les formes de céramique à travers les âges et dans l'espace. Et un des moyens de le faire, c'est vraiment à travers des expositions, des grandes expositions thématiques, comme on va le faire avec À table, donc sur l'art de la table et de la gastronomie française, mais aussi un peu dans le passé, j'ai fait d'autres expositions qui étaient des expositions un peu dossiers, qui faisaient aussi un peu, j'espère, avancer l'étude de la céramique. Donc, c'est aussi ça, peut-être que dans les années à venir, vous allez voir à Sèvres des petites expositions dossiers en parallèle avec des grandes expositions plus thématiques. Mais c'est aussi pour vous montrer comme j'ai vraiment, vous allez le voir, un intérêt très très large pour la céramique. Et voilà, si ma collègue et amie qui vous a parlé juste avant est vraiment une très très grande spécialiste de Sèvres, vous voyez que moi j'ai découvert la céramique beaucoup plus tard et j'étais plutôt spécialisée dans le mobilier dans mes études, mais j'ai une expérience qui est différente. Donc en fait j'ai commencé à travailler et à étudier la céramique au niveau professionnel. Lorsque j'étais conservatrice des objets d'art à la collection Frick, à la Frick Collection à New York, pendant presque 13 ans. Et le jour où je suis arrivée, c'était aussi le jour de l'acquisition de ce grand plat représentant le jugement de Paris, d'après Marc-Antonio Raimondi, que vous voyez sur l'écran, qui a été fait à Urbino dans les années 1665-1675 et qui était probablement des ateliers de Fontana ou d'Antonio Patanazzi. Et cette donation, en fait, de cet objet a généré une exposition. Donc l'acquisition était en 2008 et j'ai organisé l'année suivante une petite exposition, une exposition dossier avec des petits catalogues, mais qui nous a permis de ressortir et de redécouvrir toute une partie de cette production, et notamment en présentant des pièces très importantes, dans celle du Met, qui est un grand rafraîchissoir avec une bataille d'éléphants d'après les Zuccaro. Et là aussi, j'étais restée vraiment dans une fourchette très très petite dans cet atelier des Fontana, et avec des historiati en scène principale, entourés de fonds blancs agrotesques qui étaient leur spécialité. Et en fait, en parallèle à mon travail, Christopher Pope a commencé à travailler et à se rendre compte que les petites grotesques de Jacques Androuet du Cerceau avaient servi, donc un Français, des gravures françaises, avaient servi de modèle à cet atelier italien. Donc moi, ça m'avait assez fascinée. Et donc, j'avais beaucoup travaillé sur comment, justement, ces petites grotesques avaient été réutilisées. Et un exemple celle-là, avait été utilisée spécialement, justement, c'est un peu, ils prenaient des petits éléments qui refondaient dans d'autres. Donc, c'est des inspirations, des fois, elles étaient absolument, complètement extrêmement fidèles, et des fois beaucoup plus légères, des interprétations. Donc, on voyait aussi, avec cet exemple d'une dizaine de pièces que j'avais rassemblées, qu'en fait, dans cet atelier, il y avait plein de mains différentes. Et c'était vraiment un moyen aussi d'être très focalisé sur un atelier italien de Majolique pendant la Renaissance, et de regarder un peu d'une autre façon comment celui-là fonctionnait. Donc là, vous voyez une paire de vases qui venaient de Philadelphie,
avec des pièces, avec des scènes de l'Ancien Testament au milieu, et là un traitement complètement différent des grotesques entre chaque vase. Cette paire de vases était aussi très importante parce que elle est signée, comme vous pouvez le voir, il y en a une, en disant qu'elle était faite justement dans la Borghetta de Orazio Fontana, et beaucoup de personnes avaient contesté cette attribution, parce que pendant très longtemps, elle était couverte d'un bronze doré comme celui-là, et ça n'avait jamais été étudié. Donc cette exposition avait aussi permis de faire une étude et de se rendre compte qu'en fait, donc une des théories, c'était que ce pied en fait avait été rajouté, qu'il n'existait pas, la signature était donc fausse. Donc on les a bien étudiés, Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le pied avait été encastré dans cette petit socle en bronze doré, probablement au 19e siècle, tout simplement parce que les vases étaient absolument pas, étaient très bancals, donc ça a permis de les solidifier, enfin de les positionner, d'être plus, voilà. Donc c'était l'occasion autour d'une acquisition, en fait de monter d'un petit dossier, puis malgré tout de faire avancer un peu plus les connaissances sur cet atelier des Fontana en Italie. Après, j'ai eu la chance très tôt d'acheter cette pièce pour le musée. Donc on va parler acquisition, parce qu'on est quand même sur le parcours de la céramique, donc au milieu d'antiquaire, des acquisitions qui font et qui suscitent vraiment des expositions. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait dans le passé depuis ces 13 dernières années aux États-Unis, et je pense qu'il serait important de faire ici. Le vase Japon, manufacture de Sèvres, fait en 1774 à Sèvres, avec un travail très important du doreur Jean-Armand Fallot et une monture en argent doré de Charles Wiesil, qui est donc signé de 74. Et cet objet était un peu mystère aussi. Il était sur le marché parisien, il est passé un peu à la trappe, personne ne comprenait vraiment ce que c'était. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il avait été fait d'après, vous le voyez, une copie d'un vase chinois Yu, donc un vase antique chinois, lui pas du tout en céramique mais en bronze, et de la période Han, donc un vase très antique. Et on se posait la question, se pose encore d'ailleurs, et je pense que j'espère que ça sera un jour le sujet d'une exposition, peut-être à Sèvres, mais pourquoi, comment exactement la manufacture de Sèvres, tout d'un coup, s'est mis à copier de façon vraiment, vous pouvez le voir, presque très très fidèle, un vase antique chinois. Cet objet, enfin cette gravure, faisait partie d'un cadeau diplomatique d'Henri Bertin, le ministre de Louis XV, à la cour de France. Et donc il y a forcément derrière cet objet une relation très proche, très diplomatique et très politique avec la cour de l'empereur de Chine, à savoir que effectivement quand on le voit, on est en fait dans une relation très archéologique avec l'art chinois, et plus du tout dans les chinoiseries qu'on connaissait en France depuis le début du XVIIIe siècle. Il y avait un autre objet, qui était ces deux-là, qui étaient en vitrine pas très très loin d'ici, pendant des années, et effectivement aussi assez mal compris, parce qu'on ne savait pas ce que c'était, et eux ont été achetés par le Louvre à Abu Dhabi. Toujours à la Frick Collection, j'ai eu la chance de travailler sur d'autres pièces que françaises, notamment avec la collection de Henry Arnold, qui est un très grand collectionneur que vous connaissez peut-être, qui venait de temps en temps quand même en France, et qui était lui un grand collectionneur de porcelaine de Meissen. Il était allemand, juif, émigré aux États-Unis. La collection de Meissen avait été formée par sa famille, par ses parents, et lui il l'avait hérité, il l'avait enrichi, et c'était devenu du moins aux États-Unis une des plus grandes collections de porcelaine de Meissen. Et c'était une donation en fait avec usufruit à la Frick Collection. Donc il est mort il y a 2 ans. Mais pendant quelques années, la collection était encore chez lui, et moi j'avais la chance de pouvoir aller chez lui et de prendre un peu les objets que je voulais pour en faire des expositions. J'avais envie de faire une exposition sur Meissen, mais je l'ai faite un peu de façon différente, parce que cette fois-ci je me suis associée avec un artiste contemporain qui était Arlene Chequette,
Et elle qui avait travaillé à la manufacture de porcelaine de Meissen, notamment sur les moules, et qui faisait une interprétation très très moderne, très contemporaine de pièces de Meissen. Et on les a mises en confrontation dans cette espèce de dialogue entre l'ancien et le moderne. Donc vous voyez les grands classiques de Meissen avec par exemple son interprétation. Et là aussi des grands vases à elle. Et tous ces vases sont aussi à Meissen avec la croix et signée. Donc c'était un peu ce regard un peu croisé entre une manufacture avec des productions à plusieurs siècles d'écart. Et il y avait des choses très amusantes qui nous a permis, avec cette exposition, j'ai appris en fait qu'en tournant les objets, qu'en les montrant différemment, le public s'y intéressait et pouvait s'amuser. Et moi, en fait, je trouve que la porcelaine, pas forcément à Meissen, un peu partout, a beaucoup d'humour et a beaucoup aussi est très sensuel et qu'il faut savoir mettre en scène ces objets. Donc j'étais un peu, et là vous allez rire puisque je suis maintenant à Sèvres, je suis un peu contre l'idée des porcelaines derrière toutes les vitrines parce qu'il faut justement les mettre en scène. Et c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait à Sèvres, on est le musée national de céramique, donc forcément on s'attend à avoir une collection encyclopédique présentée de façon justement très régulière derrière des vitrines, et ça je le respecte absolument. Mais les expositions sont l'opportunité de créer des juxtapositions, de créer des rencontres, des fois un peu insolites, pour faire justement vivre un peu la porcelaine. Là encore, Arlene Chequette, qui donc travaille sur le bleu et blanc. On s'était aussi amusé à percher les oiseaux, à les cacher un peu dans l'architecture. Et là, quand je vous parlais de retourner les objets, ça c'est les figures de Meissen, de les présenter pour une fois de dos et pas de face. Et en fait, on découvre plein de mouvements, on découvre des pièces qui sont complètement différentes, qui sont beaucoup plus aussi vivantes quelque part. Donc on surprenait un peu aussi le spectateur, enfin le visiteur, en présentant des pièces tout à fait anciennes, mais simplement un peu décalées. On avait fait une belle installation avec un miroir d'or, où aussi, ça, ce sont que des pièces anciennes, mais réunies un petit peu des assiettes et des plats en nuages. Du papier, j'ai eu la chance de travailler avec des plus grands collectionneurs, donc les Sullivan, Paul et Melinda Sullivan, c'était de très très grands collectionneurs du papier, donc la manufacture 18e de Vienne, des collectionneurs qui ne collectionnaient que ça, mais ils ont vraiment réussi à acheter les plus belles pièces qui se trouvaient sur le marché. Et là encore, ça a été une chance énorme pour moi puisqu'ils voulaient faire une donation au musée, de vraiment sur une collection d'environ 200 pièces, de prendre les 14-15 meilleures pièces. Et donc j'ai fait un peu mon shopping et là vous voyez quelques pièces absolument remarquables. On continue après du papier, qui a fait l'objet d'une jolie exposition en 2017 à l'Afrique Collection sur la collection du papier pour présenter au public cette donation. Et après, une grande relation a été celle avec le collectionneur Sidney Knaffel, que je sais qui venait et qui se baladait ici, qui a découvert la faïence justement avec les antiquaires parisiens et qui était lui établi aussi à New York et qui a réussi en quelques années à constituer une collection vraiment de premier choix de faïence française, notamment, ce qui est assez rare, de pièces très tôt. De faïence, donc qui raconte vraiment l'évolution des Italiens qui s'installent un peu à Lyon avant d'arriver à Nevers, qui copient, alors vous voyez, mes grotesques sur fond blanc me poursuivent, mais là nous avons des pièces donc lyonnaises et qui sont beaucoup plus tardives que celles que je vous avais montrées, ou du moins un petit peu plus tardives, mais là on est au fin 16e, début 17e, et donc c'est cette continuité, je trouve que c'est quelque chose de très beau, cette continuité des formes, des décors, et des réinterprétations entre différentes époques, et là aussi une très belle interprétation de l'historiato italien, mais fait par des Italiens à Lyon, donc des Italiens en exil. Des pièces magnifiques, il a acheté des pièces spectaculaires de Nevers, encore une fois sur le marché parisien. Celle-ci vers 1660-1680, c'est un ensemble, c'est magnifique pour nous parce que ça c'est vraiment l'argenterie qui a
qui a disparu, et l'argenterie qui a été fondue et là qui existe encore en terre. Au niveau des formes, c'est assez exceptionnel. Et elles avaient été séparées. Elles étaient dans les collections Rothschild pendant très longtemps, mais séparées. Et là, il a pu, à l'espace d'une dizaine d'années, réunir ces pièces. Et encore une fois, maintenant, toutes ces pièces sont données à la collection Frick de New York. Encore une très belle pièce de Nevers, La Jardinière. Et puis Rouen, enfin toutes les grandes manufactures sont représentées. Et chaque fois, parce que ça c'était vraiment typiquement américain, de choisir tout le temps un peu les masterpieces, les meilleurs dans chaque manufacture, et de constituer comme ça un superbe ensemble. Donc, toujours en m'amusant avec la céramique, j'avais invité un artiste qui est assez mal connu en France, mais qui va l'être un petit peu mieux, puisqu'il va organiser une exposition à Camondo au printemps prochain. C'est l'artiste anglais Edmund de Waal. Et en 2019, c'est un céramiste, il se veut potier, artiste complètement contemporain. Mais il fait des installations, il travaille, voilà. Et je l'avais donné un peu carte blanche à l'intérieur de l'Afrique pour essayer de répondre justement aux chefs-d'œuvre, les tableaux, le mobilier, les autres sculptures. Et là, donc, vous voyez une de ces sculptures, de ces installations, qui est donc posée sur la table en bleu turquin de Pierre de Gouttière pour la duchesse de Mazarin, et en dessous de la comtesse d'Haussonville d'Ingres, donc deux grands chefs-d'œuvre de la collection. Et là encore, ces pièces, c'est un peu cadre avec ces céramiques qui viennent en dialogue, créer aussi des cadres, une façon pour nous de voir différemment. Et là, vous le voyez, de redécouvrir les Rembrandt, les Vermeer derrière. Et c'était une juxtaposition très intéressante. Et ça permettait aussi à notre public de redécouvrir un peu la collection sous l'œil d'un artiste potier. Et ça a eu un énorme succès. Et j'ai terminé ma période à l'Afrique avant de venir ici avec malheureusement la disparition de Henry Arnold, que je vous avais présenté tout à l'heure. Donc sa collection est bien venue à l'Afrique, et je tenais absolument, avant de partir, de lui faire une exposition hommage. Et j'avais donc organisé cette exposition qui s'appelait Henry Arnold's Meissen Palace, un peu son palais en Meissen, et célébrer un collector, celebrating a collector, parce que c'était vraiment de mettre ces chefs-d'œuvre, mais aussi de faire une installation qui ressemble un peu au palais de Dresde, avec une présentation par couleur, tous les blancs. Et bien sûr, lui était aussi d'une certaine façon pour nous, comme il était tellement philanthrope, un prince, et il a soutenu l'institution pendant des années. Donc c'était une façon un peu à moi de le remercier. Voilà quelques-uns de ces chefs-d'œuvre. Mais donc un peu là, c'était le travail de conservatrice que je vous ai présenté pour voir un peu comment j'ai travaillé avec la céramique, et je pense comment on peut accompagner et faire découvrir ce matériau. D'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que l'exposition d'Arlene Chequette s'appelait Porcelain No Simple Matter, qui veut dire que c'est un matériau qui n'est pas simple du tout, mais le sujet aussi n'est pas simple, dans toute sa complexité, et que je voudrais faire venir à Sèvres. L'exposition qui va ouvrir en novembre avait déjà commencé bien avant que je vienne, et j'ai un peu honte, je dois dire, de présenter le travail de deux conservatrices brillantes qui travaillent avec moi, Viviane Mesqui et Anaïs Boucher. Et j'espère que vous aurez l'occasion de lire leurs textes dans le catalogue, et de venir voir l'exposition et de voir ce remarquable travail qu'elles ont fait. Mais là, c'était pour vous dire que forcément, c'est une exposition qui va être intéressante, parce que c'est pas simplement sur l'art de la table, mais c'est aussi sur la gastronomie. Donc c'est encore là où on se retrouve sur des sujets, moi, qui m'intéressent. C'est-à-dire que c'est une façon un peu à regard croisé d'un art, l'art de la gastronomie, et de l'art de la table. Alors c'est très très difficile de parler de gastronomie sans pouvoir goûter. Mais donc il y aura beaucoup d'évocations aussi des mets, mais ça sera aussi une histoire vraiment de la gastronomie. Donc ça ne sera pas forcément comment on utilisait les plats et les objets qu'on va montrer, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on mettait dedans.
et pourquoi toute cette gastronomie et comment elle a évolué. Donc c'est une approche qui est chronologique, hein, on parle vraiment de l'Antiquité jusqu'à nos jours, et là effectivement on va avoir environ 1000 objets. Hein. Donc c'est aussi une anniversaire, c'est une exposition qui se veut pour un double anniversaire, c'est-à-dire qu'on fêtera les 10 ans du classement à l'UNESCO du repas gastronomique des Français, et comme patrimoine immatériel, et puis c'est les 280 ans quand même de la fondation de la manufacture de Sèvres, donc c'est un peu un double anniversaire. Par contre, ce qu'il faut, et que je le souligne tout de suite, il n'y aura pas que des pièces de Sèvres, et je rappelle tout le temps que le Musée national de céramique de Sèvres, ce n'est pas qu'un musée de Sèvres. C'est-à-dire que il y aura beaucoup de faïences. Dans ce cas, on va aussi présenter des pièces d'orfèvrerie, justement, vous en parliez tout à l'heure, parce que ça accompagne et il y a un très beau dialogue avec la céramique, et puis bien sûr, très important dans l'art de la table, beaucoup de verrerie. Et on évoquera beaucoup de choses aussi par l'art graphique, dessins, gravures, tableaux. Donc, ce sera vraiment multimédia d'une certaine façon. Et ça nous permet de ressortir beaucoup d'œuvres dans notre collection. Donc, je vous ai dit qu'il y aura environ 1000 œuvres qui seront présentées. Et environ la moitié sont des pièces de Sèvres. Mais de cette moitié, plus de 80% viennent de nos réserves. Donc ça sera quand même beaucoup de surprises un peu pour tout le monde, de redécouvrir des chefs-d'œuvre, mais aussi quand même de découvrir des pièces qui étaient chez nous en réserve. Et aussi, donc il y a beaucoup de notre collection, mais aussi on a beaucoup de prêteurs, et là je me permets de mettre la liste, et vous verrez aussi avec les grands, le musée d'archéologie nationale, le musée des arts décoratifs, le musée national de la Renaissance, le musée national Adrien-Boucher à Limoges. Nous avons aussi Christophe, Saint-Louis, Air France, Michelin, Merth, qui eux vont nous faire découvrir un patrimoine qui est finalement complètement inconnu. C'est-à-dire que c'est des objets qui ont aussi qui sont dans leurs archives en fait privées. Donc il y aura pas mal de découvertes un peu et de surprises à mon avis dans cette exposition. Le parcours de la visite se fera donc chronologiquement, je vous montre un peu, je vous dévoile. Pour ceux qui ont l'habitude du musée, c'est au 3e étage du musée, donc c'est un espace très important, avec la salle Eiffel, la salle Marmottan et la salle de conférence, un peu ce qu'on voit, donc à une grande superficie, environ 900 mètres carrés, répartis en ces 3 espaces que j'ai fait passer assez rapidement. Et la scénographie sera de Jean-Paul Camargo, que vous connaissez peut-être. Il a travaillé à Sèvres pour l'expérience de la couleur en 2017. C'est une scénographie qu'on veut vivante, on veut faire vraiment participer, on veut faire vivre, on veut que les objets soient bien sûr extrêmement bien mis en valeur, mais on veut quelque chose d'assez élégant, mais aussi assez engageant, presque théâtral. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc on aura au menu, donc au sommaire de cette exposition, je vous l'ai dit, c'est chronologique, hein, mais à chaque moment, on aura ce qu'on appelle des entremets, qui sont un peu des petits focus sur les ingrédients comme le sucre, le sel, les épices. Et ça ne sera pas pour chaque époque, mais ça sera vraiment à travers les âges et à travers les époques, donc aussi découvrir un peu ces ingrédients-là à travers des petits moments de rencontres ou de surprises dans l'exposition. On montrera deux tables, une table 18e et une table Art Nouveau. Donc l'Antiquité, vous voyez en fait une des grandes, peut-être que je ne devrais pas vous le dévoiler, mais c'est qu'on représentera vraiment dans chaque pièce des gravures sur les murs. Donc on aura presque l'impression d'être avec les convives et des objets. Et là, vous voyez le genre de sélection d'objets pour l'Antiquité. Donc ça, c'est des ensembles de pièces du musée d'archéologie nationale, et céramique, sigillée, cuillères pour manger des œufs, des coquillages et des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va présenter non seulement des pièces de service, hein, des pièces pour préparer les mets, et aussi des pièces genre dressoir en fait qui étaient autour de l'art de la table, mais qui n'étaient pas forcément fonctionnelles pour soi.
Là, par exemple, un de ces entremets dont je vous parlais, c'était le sel. Alors au centre, un saloir en terre vernissée du XVIIe siècle, qui fait partie de nos collections, qui je crois n'a jamais été montré. Et les autres objets plus petits sont aussi de la Renaissance, mais à nos jours. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas qu'une époque, avec des pièces de Sèvres et autres, jusqu'à les petites salières et poivrières de François-Xavier Lalanne, que vous connaissez peut-être, qui sont des petits canards très mignons. Donc c'est vraiment faire un saut un peu historique dans ces vitrines pour montrer comment cet usage et cet ingrédient a été utilisé. Moyen-Âge aussi, donc avec, vous voyez un peu, vous avez l'idée maintenant un peu de comment ça se passe, et des objets exceptionnels, un pichet provenant d'Île-de-France avec une aquamanile de la vallée de la Meuse du XIIe siècle, qui est un prêt assez important du musée des arts décoratifs. Les épices, alors il y aura même un monsieur avec les épices, où on pourra sentir un peu les épices, donc on essaye d'être interactif comme on peut. Et là encore, cette même idée de travailler sur les épices à travers les âges. La Renaissance, avec des plats en argent extrêmement rares, qui sont des prêts découants. Et que vous le vouliez ou pas, ce sont pratiquement les prêts qui ont posé le plus de problèmes, alors que c'est une assiette, voilà, mais d'une rareté. Donc aussi pour justement montrer les autres métaux utilisés. Le XVIIe, avec un tableau assez rigolo, aussi un prêt de la Renaissance, les femmes à table en l'absence de leur mari. Et là, on voit qu'elles mangent des saucisses avec la complicité de leurs servantes. Et surtout, on remarque bien sûr qu'à l'époque, le repas se faisait en chambre. Donc, on essaye d'illustrer autant qu'on peut. Un grand moment sera de créer un dressoir versaillais, puisque nous ne pouvons pas avoir ni un service en argent de la cour de Louis XIV. On le remplace en fait par la faïence, mais vous verrez que ça sera absolument sublime, avec bien sûr une des pièces phares de notre collection, avec ce grand rafraîchissoir de Nevers des années 1680. Et comme on aime s'amuser et qu'il n'y en a jamais assez et qu'on aime les formes et que c'est important pour le 18e, là on est au 18e, de justement montrer que sur les terrines et les objets en trompe-l'œil, il y avait une création, une fantaisie. On veut aussi, et je pense que le Musée national de céramique se doit de présenter justement ces objets aussi en quantité, pour que le public apprécie la variété des formes, la variété des décors, donc des murs, des pyramides de terrines, des pyramides d'objets en trompe-l'œil. Là, je vous en mets deux, une assiette au Mirabel de Niedervilliers et une terrine d'Indon de Strasbourg, de la manufacture d'Anon. Là aussi, on s'amuse parce qu'on n'en a jamais assez. 18e aura bien sûr une pièce très importante et donnera une pièce très importante à Sèvres. Là, on va découvrir le thé, le café, les chocolats, la glace, avec une variété de formes et aussi de manufactures, parce que si, à partir du XVIIIe siècle, vraiment Sèvres va prendre forcément dans nos collections un rôle important, on veut aussi montrer les chefs-d'œuvre de notre collection et d'autres manufactures, avec la fameuse théière dragon de Sceaux, et puis la glacière ici que vous voyez de Sèvres, qui est une pièce remarquable. On montera un souper fin en s'inspirant de la gravure à partir du service de nos collections, on appelle le service Boni de Castellane, qui est un peu un service mix de la fin du 18e, mais qui nous permet d'avoir en fait suffisamment de formes différentes. Et donc là, on aura vraiment une table montée pour aussi un peu faire rêver notre public. Le 18e, on sortira, alors ça j'y insiste parce que c'est aussi quelque chose que je veux vraiment voir de plus en plus, c'est montrer notre fond d'art graphique. On a un fond remarquable d'œuvres de Desportes, et donc vous allez découvrir certaines pièces, et notamment vous verrez bien sûr, comme on le sait, mais Desportes le montre merveilleusement bien, comment les formes d'argenterie ont inspiré les faïenciers et la porcelaine de Sèvres. Quand on arrive au 19e siècle, Napoléon est un peu incontournable, donc on va essayer de reconstruire ou reconstituer un peu son dîner de noces avec Marie-Louise, le tableau qui est conservé à Fontainebleau,
et il sera reproduit en fait en très grand, et nous on présentera donc tout le surtout puisque nous l'avons avec les assiettes qui vont autour. Et à ce moment-là, on va pas forcément reproduire la table comme elle devait être, mais plutôt justement mettre les assiettes au mieux pour aussi les admirer, parce que c'est une période extrêmement merveilleuse de peinture sur porcelaine, de vraiment admirer ces pièces aussi comme des tableaux. On continue. Alors l'art nouveau, ça c'est surtout des danseuses à l'écharpe d'Agathon Léonard, qui est très connu, mais en fait qui n'a jamais été complètement montré. Il a été créé en 1900 pour l'exposition universelle de 1900. C'est 15 danseuses et il est assez connu en une certaine grandeur, mais là on va vraiment montrer la plus grande détail, et donc il est extrêmement impressionnant. Il prend énormément de place parce que c'est 15 sculptures, vraiment un très 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 beau travail de biscuit d'époque Art Nouveau, où on voit le mouvement et la beauté de ces pièces, qui étaient en fait au départ a beaucoup été utilisé par l'Élysée. C'est pour ça qu'il est connu, il est vu, mais en fait pas du grand public. Donc nous on adore représenter, remonter ça. Et tout autour de ce service, on montrera une sélection de verres et d'assiettes de Sèvres faites pendant cette période 1900. Mais on veut aussi parler d'autres, on veut aussi parler que le 19e siècle, c'est aussi une démocratisation. C'est la diffusion du repas gastronomique dans une certaine bourgeoisie. C'est aussi l'essor de Limoges. Donc, de montrer des services entiers, le service Rousseau notamment, fait pas forcément fait justement à Sèvres. Donc, de montrer que ce service à la française gagne d'autres couches sociales et l'essor un peu de Limoges et d'autres lieux de production. Ça, c'est le service de Creil-Montereau qui est en faïence fine, donc c'est vraiment ce développement de la faïence fine en fait. Donc d'avoir les deux en juxtaposition sera assez intéressant, je pense. Pour le 20e et le 21e siècle, c'est une période extrêmement riche, et c'est une période sur laquelle on a beaucoup moins de recul que dans l'histoire, forcément. Encore le 20e, ça va, mais le 21e siècle, vous allez voir que ça se complique. Mais le 20e, une des choses qui était assez intéressante, c'est que le repas gastronomique, là on revient vraiment au niveau culinaire, s'exporte, et il s'exporte par les avions et par les paquebots. Et c'est le luxe un peu à la française qui vraiment géographiquement, donc il y aura un grand moment sur notamment les services dans les paquebots et la gastronomie aussi dans les avions. Et c'est là où vous pouvez imaginer bien sûr que le Fonds d'Air France vient nous aider. L'art déco qui est tellement belle et qui a créé tellement de formes, et aussi des palettes de couleurs, que ça soit en verrerie ou en céramique. Donc là, présenté un peu comme dans un magasin, mais une sélection de formes, de couleurs qui représentent cette époque. Un grand moment, en fait, c'est que quand on parle de gastronomie française et quand on parle de l'art de la table, en fait, on se rend compte, et c'est bien sûr évident pour vous, mais je pense que ça sera bien qu'il y ait ce lien un peu comme ce fil rouge dans toute l'exposition, c'est le lien avec le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir, qu'il ait été royal, impérial ou présidentiel, a toujours utilisé la gastronomie et l'art de la table à des fins diplomatiques et politiques. Donc maintenant, il y a même un terme pour le XXe siècle et le XXIe siècle qui s'appelle la gastrodiplomatie. Mais en fait, on voit que ce rapport et ce lien est bien plus antérieur, et même à l'origine depuis les banquets en fait du Moyen Âge. Donc la gastrodiplomatie, c'est aussi un rôle très très important à Sèvres, et un rôle qui est assez mal connu, je m'en rends compte. C'est aussi un peu quelque chose que j'ai découvert, c'est-à-dire la création de services entiers qui sont faits et qui sont déposés dans les ambassades partout dans le monde, et qui sont aussi donc indépendamment un rayonnement comme ça, notamment de la manufacture de Sèvres. On a un énorme travail de récollement de toutes ces pièces déposées partout dans le monde, et bien sûr aussi dans les institutions françaises, et notamment à l'Élysée, mais nous allons y revenir. Donc c'est un peu cette richesse et ce savoir-faire. Et là, on voit que les pièces, et vous le verrez, vous le découvrirez, les pièces qui sont envoyées en fait sont assez traditionnelles. Donc on reste sur une définition assez traditionnelle de ce qu'est la manufacture de Sèvres, ou ce qu'est l'art français ou l'art de la table, et aussi en parallèle justement les chefs qui sont aussi envoyés et se conservent dans les ambassades un peu partout dans le monde. Par contre, les présidents
eux, sont plus audacieux. Et il y en a d'ailleurs qui nous surprennent énormément. Et on présentera certaines assiettes, des services qui ont été présentés qui ont été commandés par les présidents. C'est un peu de règles, en fait, et c'est pour ça que vous avez peut-être entendu parler de la grande polémique sur le dernier service commandé par la présidence actuelle. Mais les présidents ont pratiquement tous, toujours, à un moment ou à un autre, commandé un service à Sèvres et ont toujours travaillé avec un grand artiste pour la réaliser. On parlera de l'or parce que, bien sûr, forcément, l'or domine jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la fin du XIXe, je veux dire. Et après, on voit des pièces qui sont complètement dénudées d'or, même pour le pouvoir régnant. Donc là, on a le décor de Serge Poliakov pour le service privé de l'Élysée en 68. Et à côté, le plat Elchinsky, aussi fait pour l'Élysée. Donc c'est des pièces qu'on ne connaît pas beaucoup parce qu'elles font encore partie de l'Élysée. C'est-à-dire que nous demandons un prêt pour obtenir ces pièces. Alors quand je vous ai dit que le 19e était compliqué, le 21e siècle était compliqué, parce qu'on va avoir des services de table, mais peut-être que cette complexité existait déjà dans le passé, mais est peut-être plus présente ou s'affiche différemment aujourd'hui. Mais on a forcément toutes les manufactures qui vont aussi faire, y compris Sèvres, vont faire des services de table pour manger, pour servir. Mais on va aussi avoir des artistes qui vont s'amuser et créer des pièces complètement non fonctionnelles sur la thématique de la table, que ça soit donc des objets un peu détournés, comme on les appelle, une théière crevette d'Adrien Sachs, qui est produit à Sèvres en 1996, et un calice verseuse couleur lilas d'Aldo Backer, qui lui date de 2012. Donc vous voyez des objets qui ne se veulent pas pour être servis, mais qui sont des œuvres d'art à part entière. Et là, on a aussi les surtout. Alors, ça m'amusait d'entendre parler des questions sur le surtout, parce que forcément, les surtout, et là, je vous en montre qu'un contemporain, mais les surtout, c'est la grande histoire de la table, depuis toujours. C'est ce qui amuse, c'est ce qui distrait, c'est ce qui meuble aussi les grandes tables et les grands buffets quand les plats ne sont pas posés sur la table. Donc là, on a beaucoup d'artistes contemporains qui s'amusent sur cette thématique très traditionnelle du surtout. Et là, c'est un projet, c'est Porcelaine d'Andrea Branzi, et qui a été fait à Sèvres aussi en 2010. Alors, j'ai 2 mots sur le final de l'exposition, qui sera donc une présentation complètement inédite du service Élysée, du service bleu Élysée, du service Macron, comme vous voulez, qui a donc été réalisé par l'artiste Évariste Richer. C'est un service qui est prévu pour 300 personnes. Il est composé de 900 assiettes de présentation, de 300 plus petites assiettes à pain, soit en gros au total de 1200 assiettes, qui est toujours en cours de fabrication et en cours de livraison. Donc on en a livré environ la moitié et on est toujours en train de le produire à Sèvres. Et pour que ça soit dit une fois pour toutes et que vous le compreniez bien, qu'il ne faut pas lire Le Figaro, ni Gala et tout ça, ça a été produit sur le budget de l'établissement, donc de la manufacture de Sèvres, et il est en dépôt à l'Élysée. Donc c'est pas l'Élysée qui le paye, il n'y a aucune transaction d'argent entre l'Élysée et la manufacture. Comme ça, je clarifie tout. Et ce qui est assez rigolo, c'est que Richer s'est inspiré en fait du plan de l'Élysée, un plan de 1913. Et donc vous le voyez en fait derrière, le plan de l'Élysée. Et nous, ce qu'on représentera, c'est l'entrée. Donc on ne peut pas prendre tout le service parce qu'en fait ils s'en servent. Et figurez-vous que ça n'a pas été un prêt qui a été très facile à obtenir. Ils s'en servent beaucoup, ils y sont très attachés. Et là, puisque l'exposition va durer 6 mois à Sèvres et qu'elle ira ensuite à Limoges, pratiquement pendant 1 mois, ils vont pas pouvoir utiliser environ 95 pièces, ce qui n'est pas rien. Et donc, en fait, l'artiste a décomposé ce plan de l'Élysée en 300 assiettes et qui sont mises comme ça avec une photo. Et donc, individuellement, quand vous le prenez, vous avez une assiette
avec ce très beau bleu de Sèvres sur le blanc, sur la pâte blanche de la porcelaine. Mais quand vous l'avez, c'est en fait une partie complètement abstraite et vous ne savez pas du tout où vous êtes. Mais normalement, à chaque fois qu'ils s'en servent, il y a une petite explication à côté qui vous montre le plan et qui vous dit quelle assiette vous avez. Et ça rappelle aussi un peu les bleus d'architecte quelque part, mais c'est surtout un hommage bien sûr au bleu de Sèvres. 2 mots sur le catalogue, parce que le catalogue est réalisé en grande partie grâce au mécénat de l'Association des spécialistes de la céramique de collection, donc avec beaucoup d'antiquaires qui font partie du carré rive gauche, et je les remercie parce qu'il n'y avait pas de catalogue qui était prévu il y a 6 mois. Et je n'aurais pas pu faire ce catalogue sans leur aide. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Ils sont venus et c'est un grand soutien de leur part et je les remercie. Donc, on est en train de le produire. Juste après cette conférence, j'ai même un rendez-vous avec l'éditeur pour finaliser la maquette. Et voilà, il est édité par Gourcuff, les éditions Gourcuff. Environ 240 pages avec des essais et des petites notices et des essais de grands spécialistes et de l'art de la céramique et surtout aussi culinaire pour vraiment garder même dans le catalogue tout ce dialogue. Une énorme campagne photo a été réalisée pour ce catalogue, donc ça permet aussi pour nous, nos propres collections, d'être digitalisées, d'être mieux connues. Donc plus de photos et d'objets du Musée national de Sèvres seront maintenant disponibles pour vous, pour la recherche. Et donc c'est un peu là-dessus que je terminais, un très beau catalogue et un grand merci à tous ceux qui ont participé à sa confection, mais un tout petit pitch quand même pour la prochaine exposition qui va ouvrir donc dans 1 an exactement. Et là encore, c'est une exposition que je n'ai pas du tout dirigée, mais qui répond exactement dans ma lignée de projets, à savoir, et qui est en fait vraiment un beau pendant à table. Parce que si à table, c'est une réflexion sur l'art de la céramique avec l'art de la gastronomie, pour revenir à ce que je disais au début, Forme vivante, c'est vraiment un dialogue et des interrogations sur l'art de la céramique avec la science essentiellement naturelle. On parle de Palissy, de Bernard Palissy jusqu'à aujourd'hui, mais pas que les sciences naturelles, la science tout court, et s'interroge jusqu'à aujourd'hui justement de l'utilisation de la céramique à des fins scientifiques et autres. J'ai appris grâce à ce catalogue que la seule, qu'il y avait une partie des fusées qui était faite en porcelaine, parce que c'était la seule qui arrivait c'était le seul matériau qui était suffisamment dur pour pouvoir avoir le choc des chaleurs thermiques. Donc, il y aura plein de découvertes comme ça, et un autre dialogue, une autre ouverture, une grande exposition thématique qui nous fait voyager dans le temps, mais aussi qui nous interroge et positionne la céramique au croisement d'autres arts et des sciences. Voilà un peu le programme à court terme, et j'espère bien vous voir dans les galeries de l'exposition à table. Merci pour votre patience.